Une nuit, dans un royaume nommé Forland, un jeune homme, Télé, et une jeune femme, Iris, se préparaient à livrer une guerre qui allait décider de leur destin en ce monde. Pendant ce temps, des intrus réussirent à détruire le 3e mur du château. Les intrus réussirent à dérober quelque chose d'important à l'intérieur du château et affrontèrent pour les gardes en s'échappant, ce qui ne fut pas une mince affaire. Puis les gardes continuèrent de poursuivre la personne mystérieuse qui avait l'objet volé dans son sac jusqu'à la porte extérieure. Et puis ils furent surpris de réaliser que ce n'était qu'une petite fille. Iris prononça alors un certain mot, Quel Sigma, et un grand groupe d'explosifs, attachés à la porte et au mur, apparut de nulle part. Après qu'elle les eut fait détonner, un hélicoptère apparut pour récupérer Iris et commença à attaquer les gardes avec une attaque aérienne. Iris utilisa alors ses capacités pour créer des missiles aériens et les lança sur ses adversaires, causant un grand chaos jusqu'à ce que 2 personnes apparaissent de l'intérieur du château, l'une avec un fusil de sniper pointé sur l'hélicoptère. Pendant ce temps, le roi observait la situation depuis la vitre de sa chambre jusqu'à ce qu'il remarque le vent épais venant de l'est et réalise que c'était une force appartenant à quelque chose appelé Lala. Puis Iris fut surprise que le vent soit dirigé vers elle jusqu'à ce qu'elle ouvre le sac et que les cartes se dispersent dans l'air. Alors toutes les cartes s'envolèrent vers le ciel et commencèrent à se répandre à travers le royaume à la stupéfaction générale. Un mois après l'incident, un jeune homme blond nommé Finn se tenait sur un trottoir, observant tout le monde autour de lui comme s'il cherchait quelque chose de précis. Et quand il trouva un petit chien que son propriétaire avait laissé en liberté, il se dirigea vers un chariot de nourriture où se tenait un client qui semblait plutôt aisé, bien que les gens riches ne prennent pas leur petit déjeuner dans des chariots de nourriture. Finn ramasse un morceau de viande, attire le chien plus près du client et le lui lance. Le chien le mord, il en profite, lui vole discrètement sa montre et s'en va. Puis il dévalise d'autres personnes avec l'aide du chien pour les distraire, après avoir réussi à l'apprivoiser et à gagner sa confiance. Et après avoir terminé, il rendit le chien à son propriétaire. À ce moment-là, un homme nommé Lindsay Pitts était assis avec un investisseur qui lui dit qu'il devait libérer le bâtiment avant le printemps, car ils allaient y construire un grand complexe d'appartements sur la propriété. Et Finn écoutait leur conversation derrière la porte et savait tout. Finn rentre ensuite chez lui et en chemin, il rencontre un groupe d'enfants qui lui propose de jouer, mais il dit qu'il est trop occupé pour l'instant. L'un d'eux lui donne une tape sur le front et dit qu'ils savent qu'il est au chômage et n'a rien à faire de sa vie, comme prévu, juste un voleur et un sale bâtard. Mais il le nia et leur dit qu'il venait de décrocher un énorme travail avant de partir. Il n'arrêtait pas de penser à la conversation de l'investisseur avec Lindsay et à la façon dont il voulait qu'ils évacuent l'orphelinat, et l'investisseur avait dit qu'il devrait lui trouver l'argent s'il ne voulait pas partir. Finn alla voir un marchand pour lui donner les objets qu'il avait volés pendant la journée en échange d'argent, mais il fut furieux quand le marchand lui dit qu'il n'obtiendrait pas un sou de ce qu'il avait collecté car il savait que c'était des objets volés, et il tenta de justifier que c'était des souvenirs de son défunt grand-père. Je parie qu'il connaissait le nom de son grand-père. Le marchand lui dit que la montre de valeur était une réplique, pas l'original. Alors Finn dut proposer sa chemise à la vente et lui dit que c'était la chemise du célèbre groupe Poison Phenomenon. Mais le marchand n'était pas intéressé par l'achat d'une chose aussi inutile jusqu'à ce qu'il remarque qu'il y avait une carte dans la poche de sa veste. Quand le marchand la prend, Finn la lui arrache des mains et dit qu'elle n'est pas à vendre. Peu importe le prix qu'il est prêt à payer. Le marchand le met à la porte, affirmant qu'il détient une fausse carte à jouer. Il a une idée et décide d'aller dans une ville appelée Bell Land pour gagner de l'argent grâce au jeu de hasard. Allons jouer, un peu comme Las Vegas dans notre monde. Puis il entra dans le casino et s'assit à l'une des tables pour tenter sa chance au jeu et put gagner beaucoup d'argent facilement en trichant grâce à sa carte magique. Il avait jusqu'à ce qu'un client nommé Lucky Lunchman s'assoie devant lui et lui dise qu'il n'avait que la chance du débutant et aucune chance de gagner contre lui. Après quelques tours, Finn fut surpris que Lucky puisse le battre si facilement et ses astuces ne fonctionnaient pas contre lui, le faisant perdre l'argent qu'il avait collecté. Alors il décida de récupérer son argent comme il savait le faire, par un tour de passe-passe. Il se rendit alors à la place de Lucky et tenta de voler la carte de son jeu, mais il fut surpris par une assiette et des verres qui lui frappèrent de visage de nulle part. Lucky lui demanda s'il voulait quelque chose de lui, et Finn se leva et lui demanda de devenir son élève, arguant qu'il était complètement fauché après leur partie. Lucky haussa les épaules et lui dit que ses gants porte-bonheur lui apportaient de la chance partout où il allait. Pendant ce temps, Finn essayait de lui voler sa carte pendant qu'il parlait, mais quelqu'un le bouscula, le faisant perdre l'équilibre et s'écraser contre la poignée du jeu devant lequel Lucky était assis. Puis, à la surprise de tous, dans le casino, Lucky décrocha le jackpot de plus de 96 millions de dollars grâce à la maladresse de Finn. Alors le directeur du casino s'approcha d'eux et offrit à Lucky un verre dans la salle VIP, bien sûr, puisqu'il est maintenant la personne la plus riche du casino. Il décide d'emmener Finn avec lui pour prendre un verre, mais il se sent mal que la pièce soit si minable que la climatisation ne fonctionne pas. Alors le directeur s'approche de lui et lui dit qu'il pense que sa chance est irréaliste et les accuse, lui et Finn, de tricher au jeu de casino et Finn nie leur amitié. Alors Lucky est furieux que le directeur l'accuse de tricherie. Le directeur dit que ses gants sont suspects. Quand l'un de ses hommes tente de l'arrêter, Lucky active ses gants et le fait trébucher sur ses propres chaussures, le faisant tomber à mort par la fenêtre. Le directeur s'émerveilla de sa capacité et ordonna à son autre subordonné de l'arrêter.
Finn fut surpris que cette personne ait une carte comme la sienne, et quand il l'utilisa, le directeur fut surpris et lui demanda de prouver son identité. Et quand il le toucha, la personne saisit le bras du directeur et le transforma en boules colorées qui se dispersèrent d'eau sur le sol devant eux, puis ordonna à Finn de lui remettre sa carte. Lucky est terrifié que sa vie soit en danger devant cette personne suspecte jusqu'à ce qu'il s'approche de lui et lui demande si ses gants peuvent protéger sa famille du mal, car il a l'intention de se débarrasser de toute sa famille. Alors Lucky décide de lui donner sa carte qui est sous la forme de gants Lucky. Puis ils sont surpris quand une autre personne entre avec une arme et leur ordonne de lui donner toutes les cartes. Le propriétaire des corps en boules colorées s'approche de lui et essaie de l'attraper, mais l'autre personne l'évite et utilise sa carte pour activer ses capacités et l'affronter devant Finn, qui se demande pourquoi ils ont des cartes qui ressemblent aux siennes. Lucky tenta de profiter de l'occasion et s'échappa de la pièce. Mais comme il n'avait plus la carte Lucky, il trébucha sur les boules colorées et tomba dans le canon du fusil d'un garde et fut abattu dans le dos. Alors il tenta de toutes ses forces d'aller vers la personne qui lui avait pris la carte et lui demanda de lui rendre sa chance. Mais la personne lui saisit la tête et la transforma en boules colorées et les utilisa comme balles pour tirer sur son adversaire, sans se soucier d'avoir causé la mort de tous ceux qu'il touchait. Finn resta là, bouche bée, observant ce qui se passait autour de lui, jusqu'à ce que l'homme en costume rouge lui dise de s'enfuir immédiatement. Il trébucha sur les boules éparpillées sur le sol et heurta le propriétaire. Mais il sortit de la pièce et réalisa que Finn avait volé la carte Lucky qu'il avait prise à Lucky. Finn sortit du casino et vola la voiture du client, ayant l'intention de devenir riche en utilisant cette carte à bon escient et en sauvant l'orphelinat de la démolition. Mais il fut surpris par leur poursuite jusqu'à ce qu'ils le percutent et que toutes les voitures soient détruites. Puis l'homme en costume rouge apparut devant Finn, boitant, et lui demanda de lui donner la carte qu'il avait volée en échange de garder le secret entre eux. Mais dès qu'il eut fini sa phrase, il fut frappé à la tête par une boule à la vitesse d'une balle et tomba au sol, incapable de bouger. Finn trouve alors la boule colorée debout derrière lui et propose de lui donner la carte en échange de le laisser vivre. Finn décide d'utiliser le pouvoir de sa carte et invoque un type spécial de pistolet et le pointe sur lui, et quand il lui tire dessus, Finn tire sur la boule et parvient à la pénétrer et à toucher son bras pour qu'il tombe au sol. Finn est surpris que l'homme en costume rouge soit toujours en vie et le voit s'approcher et lui dit qu'il doit obtenir cette carte même si cela le tue. L'homme en costume rouge dit à Finn qu'il aurait dû remettre les cartes et tout objet étrange qu'il avait trouvé à la police et lui suggère de les remettre à la police en son nom. Puis Finn est surpris quand une voiture apparaît derrière lui et que d'étranges bras en sortent, se dirigeant rapidement vers lui pour l'attraper. Attendez une minute, je viens de réaliser que 98% d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Vous voulez voir un tour? Regardez ma photo de profil, veuillez vous abonner si vous voyez le bouton s'illuminer. Veuillez cliquer dessus avec l'icône de la cloche et le pouce bleu, car cela m'aide beaucoup. Merci. Après un certain temps, Finn reprit connaissance et se retrouva dans une pièce avec deux personnes debout devant lui, l'attendant, puis l'un d'eux le détacha en faisant fondre les bras verts, et Finn regarda autour de lui jusqu'à ce qu'il soit surpris que le vieil homme connaisse son nom et qu'ils aient tous des informations détaillées sur lui. Puis il vit le costume rouge entrer dans la pièce, et quand il réalisa qu'il avait sa carte, il tenta de l'approcher et de la prendre. Alors il lui mit le canon de son pistolet dans la bouche et lui conseilla d'oublier sa carte et la carte Lucky, et lui dit que son travail était de collecter des cartes similaires à celle-là, et Finn se résigna à être la partie la plus faible. Après cela, la police poursuivait des voleurs à travers les ruelles jusqu'à ce qu'ils trouvent un grand gaillard s'approchant d'eux pour faire gagner du temps aux voleurs pour s'échapper. Et les officiers furent surpris quand ils lui tirèrent dessus et constatèrent que les balles ne pénétraient pas son corps solide jusqu'à ce qu'il les attaque et les déchire. Pendant ce temps, le vieil homme nommé Bernard expliquait à Finn la vérité sur les cartes qu'il possède, qu'elles sont appelées cartes X et qu'il en existe actuellement 52 types, et chaque carte a un pouvoir spécial en elle, et ceux choisis par les cartes sont ceux qui peuvent les utiliser. Et ces personnes sont connues sous le nom de joueurs. Leur travail est de collecter les cartes éparpillées dans tout le royaume afin que personne ne puisse en abuser, et ils les collectent en toute discrétion sur ordre du roi pour éviter le chaos. Finn se demande pourquoi il lui donne toutes ces informations alors qu'il n'avait rien à voir avec ça, et Bernard dit qu'il est maintenant impliqué dans l'affaire et devra travailler avec eux à partir de maintenant chez Pinnacle Automotive. Bernard le présenta ensuite à ses nouveaux collègues et lui dit que l'homme en costume rouge s'appelle Chris et est responsable du service des ventes. La fille responsable du service de comptabilité s'appelle Wendy et leur collègue Vijay est responsable du service des systèmes. Bernard lui dit ensuite qu'ils ont le pouvoir de prendre des mesures illégales en matière de récupération de cartes et que l'homme qu'il poursuivait hier, Bobby Paul, vient de la famille Klondike, connue pour être la plus grande organisation mafieuse du pays. Bernard tenta ensuite de convaincre Finn qu'il gagnerait beaucoup d'argent s'il acceptait de travailler avec eux. Quand il réalisa qu'il gagnerait beaucoup d'argent même à ce niveau, il accepta de les rejoindre tout de suite, mais Bernard lui dit qu'il devrait être prêt à risquer sa vie pour son travail. Finn récupère sa carte et Bernard annonce qu'il est maintenant officiellement l'un des leurs et travaillera pour l'entreprise en tant que stagiaire commercial et informe Chris qu'il sera chargé de le former, puis Chris et Finn partent ensemble acheter de nouveaux uniformes pour lui. Chris dit à Finn que c'est grâce au pouvoir de sa carte qu'il devient immortel quand il l'utilise. Pendant ce temps, la police enquêtait sur l'incident du vol dans l'allée et le détective Young trouva un indice laissé par le grand homme.
Le détective débutant lui dit que l'officier qui avait survécu à l'attaque des voleurs avait dit que ce n'était pas humain et Young décida d'appeler des personnes spéciales pour enquêter sur l'affaire. Pendant ce temps, Finn est assis dans un café tandis que Chris est à la table d'à côté avec une fille qu'il drague et ils sont surpris quand un homme musclé agresse le barista et le pousse vers la table de Finn et tente de calmer les choses. L'homme chauve était furieux de son interférence et quand il tenta de le frapper, il fut surpris de trouver Chris debout entre eux et de lui saisir la main avant qu'elle n'atteigne le visage de Finn puis de le plaquer sur la table. Et quand l'homme se sentit insulté, il lui demanda de le laisser tranquille et quitta le café en silence. Le soir, Finn retourna à l'orphelinat et raconta à Lindsay ce qui lui était arrivé pendant la période passée et qu'il avait obtenu un emploi avec un bon salaire et que son salaire augmenterait après qu'il soit devenu un employé à temps plein et alors il n'aurait de plus à évacuer l'orphelinat. Lindsay réalisa qu'il avait écouté sa conversation avec le propriétaire. Finn dit qu'il ferait n'importe quoi pour sauver l'orphelinat qu'il avait recueilli quand il avait perdu sa famille, et qu'il considérait cela comme une sorte de remboursement. Lindsay lui souhaita bonne chance et lui dit que les choix que l'on fait dans la vie déterminent qui l'on est vraiment. Le lendemain, Finn se réveilla tôt pour son premier jour de travail et trouva Chris l'attendant dans sa voiture. Finn fut surpris qu'il vienne le chercher lui-même et Chris lui dit que le travail commencerait tôt ce jour-là, puis remarqua sur le tracker qu'il poursuivait un joueur dans une voiture blindée qui avait l'une des cartes. Finn dit que ce n'était pas son travail en tant que stagiaire commercial, alors Chris lui dit qu'il pouvait juste regarder ce qui se passait puisque c'était son premier jour de travail, puis il utilisa sa carte pour activer son pouvoir, mais Finn refusa de rester les bras croisés et d'utiliser sa carte. Il continue de suivre le véhicule blindé jusqu'à ce que Chris lui demande de tirer sur ses pneus, mais ils sont surpris quand la porte arrière se brise et qu'une grande personne apparaît à l'intérieur du véhicule blindé puis saute vers leur voiture, et Finn est surpris quand il le voit de près que c'est le barista qu'ils ont défendu et quand il essaie de lui tirer dessus, il constate que les balles ne pénètrent pas son corps. Chris accélère pour lui faire perdre l'équilibre et le faire tomber de leur voiture, et il y parvient puis il essaie de lui tirer dessus avec son pistolet. Mais en vain, puis il est surpris par Finn qui sort de la voiture et se dirige vers lui. Finn essaie de lui tirer dessus à bout portant et se cache derrière un poteau. Mais il est surpris quand le grand homme se précipite vers lui et détruit le poteau avec son poing et lui dit qu'il est inutile de lui tirer dessus. Et quand il se précipite vers lui pour lui sauter dessus, Chris le percute et l'éloigne, puis décide de le jeter à la mer, et ce faisant, le grand homme frappe Chris et lui brise quelques vertèbres au cou avant qu'ils ne tombent tous à la mer dans la voiture. Chris parvient à récupérer la carte du grand gaillard et à lui voler son pouvoir, tandis que Finn descend après eux pour sauver le serveur après qu'il ait perdu son pouvoir. Et après l'avoir ramené au siège de l'entreprise, il s'avère que son nom est Robert et qu'il a obtenu la carte par accident il y a un mois. Finn resta assis là, pensant à ce que Bernard et Lindsay lui avaient dit plus tôt à propos de ses décisions, et se demanda s'il finirait un jour comme Robert à cause du pouvoir de sa carte. Pendant ce temps, Bernard reçut un appel d'un homme nommé Théodore, qui semblait être en charge de la mission de collecte de cartes et le patron de Bernard. Il lui dit de mettre tout le monde au courant, y compris Finn, et de le virer s'il n'atteint pas les résultats souhaités. Bernard lui dit qu'il a de grands espoirs pour lui. Pendant ce temps, Finn retourne auprès des autres à l'intérieur et est surpris quand Chris lui dit que les cartes paires sont les cartes les moins bien classées, ce qui signifie qu'il est le plus faible d'entre eux. Quelques jours plus tard, Finn reçoit son nouveau costume et semble en être content jusqu'à ce qu'il soit surpris quand un groupe de criminels kidnappe quelqu'un dans une voiture devant tout le monde et s'enfuit. Finn décide de faire quelque chose et décide d'emprunter un vélo pour les suivre. Pendant ce temps, la personne qu'ils avaient kidnappée était assise dans la voiture, calmement et nonchalamment, regardant par la fenêtre, tandis que le voleur assis à côté de lui tenait un instrument tranchant, l'air nerveux, et lui demandait de ne pas jeter un coup d'œil, s'étonnant de son calme. Puis ils lui ordonnèrent d'appeler son père et de lui demander une rançon de 10 millions de dollars et de s'excuser auprès d'eux, mais il leur dit qu'il ne connaissait pas le numéro de son père, alors ils pensèrent qu'il essayait de les tromper. Puis ils furent surpris par Finn qui les poursuivait à moto et leur tirait dessus jusqu'à ce qu'ils crèvent leurs pneus. Et quand les voleurs sortirent pour New York pour vérifier leur voiture, ils furent surpris que leur otage ait disparu et ne soit plus traçable. Finn prend alors l'otage et se dirige vers un café. Il réalise d'après ses vêtements qu'il va à une université que seuls les riches fréquentent, ce qui est probablement la raison pour laquelle les voleurs le poursuivent, mais il se demande pourquoi le gamin est impoli avec lui malgré l'avoir sauvé d'une tentative d'enlèvement. Le garçon lui dit alors qu'il avait causé beaucoup de dégâts en tirant au milieu de la ville et décrivit son comportement comme émotionnel et comme celui d'un singe qui agit sans penser aux conséquences et commença à analyser la psychologie de Finn basée sur ses actions. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ce putain ? Finn trouva les kidnappeurs et les suivit jusqu'au café et leur dit qu'ils ne reculeraient pas devant leurs exigences car le père du garçon avait détruit leur famille et commença à raconter à Finn leur histoire et comment son père avait causé l'effondrement de leur entreprise. Mais ils furent surpris par le garçon qui leur dit nonchalamment que ce qui s'était passé était normal car les faibles ne durent pas longtemps et seuls les forts survivent. Il s'éloigna ensuite leur disant qu'il ne voulait pas perdre son temps à s'adonner aux rancunes de pauvres gens comme eux, alors il quitta le café. Quand ils tentèrent donc de l'attaquer, Ben les arrêta et tenta de leur dire que l'enlèvement ne résoudrait pas leurs problèmes, mais ils n'écoutèrent pas, alors il dut utiliser la violence, tandis que le garçon alla à la table et but du café jusqu'à ce que la police arrive et arrête la bagarre. Quand Finn s'approcha de la détective pour lui serrer la main, elle le menotta et lui dit qu'elle l'arrêtait pour avoir volé la moto et être un témoin clé dans l'affaire.
Finn s'assit au poste de police, se sentant frustré d'avoir fini ici après avoir essayé d'aider quelqu'un qui avait été kidnappé, puis il fut surpris par le garçon qui sortait de la salle d'interrogatoire, voulant rentrer chez lui, alors il se faufila derrière lui. Et quand la détective entra et ne les trouva pas, elle se demanda comment ils avaient réussi à sortir sans que personne ne les remarque. Puis le détective Young entra dans la pièce et lui dit de les oublier et de ne plus s'impliquer avec eux. À ce moment-là, une mystérieuse jeune fille nommée Nex fit irruption dans la cellule des kidnappeurs et il s'avéra qu'elle les connaissait et les traita d'inutiles pour avoir échoué dans leur mission. Puis elle les prit et quitta le poste de police après avoir éliminé tous ceux qui se tenaient devant elle avec sa capacité de flamme. Après cela, Finn continua de suivre le garçon dans la rue, mais il ne lui prêta aucune attention jusqu'à ce qu'il remarque qu'il avait disparu et ne le suivit plus. Mais il fut surpris de le voir revenir, apportant de la nourriture pour qu'ils puissent manger ensemble. Ils s'assirent ensuite sur les marches et Finn commença à raconter son histoire, en lui expliquant que lorsqu'il était enfant, il avait eu un grave accident de voiture et avait perdu la mémoire après avoir miraculeusement survécu. Mais il ne se souvient de rien concernant sa famille. Après avoir mangé, Finn lui proposa de le raccompagner chez lui, car c'était tout près de son travail et suggéra de prendre le train. Le garçon hésita, n'ayant pas d'argent liquide sur lui, toutes ses économies étant sur des cartes de crédit des problèmes de riches. Quoi ? Après être monté dans le train, Finn sentit quelqu'un le bousculer et découvrit que c'était un petit enfant mangeant une glace. Mais il fut surpris de constater que son costume était sale car la glace était tombée sur son pantalon. Le garçon s'approcha de l'enfant et lui dit que courir dans le train n'était pas un bon comportement, lui demandant calmement de ne plus le faire. Finn s'émerveilla de son calme avec les enfants. Quand le train s'arrêta à la gare, ils trouvèrent Nex et les ravisseurs montant dans le wagon après qu'elle les ait vus devant elle et qu'elle ait traité le garçon de fils du diable. Finn fut surpris que Nex possède l'une des cartes X et que sa carte contienne le pouvoir de la flamme, lui permettant d'utiliser le feu à volonté dans ses mains et de provoquer un incendie dans le wagon. Puis elle ordonna au garçon d'appeler son père immédiatement, mais il insista sur le fait qu'il ne connaissait pas le numéro de son père. L'un des ravisseurs, furieux, s'approcha de lui, le saisit par le col et lui ordonna d'appeler un employé ou la secrétaire de son père pour leur dire ce qui lui arrivait. Et Nex était convaincu que son père viendrait à son secours dès qu'il saurait que la vie de son fils était en danger. Le garçon lui dit que son père n'est pas ce qu'il pense, mais quelqu'un qui a l'habitude de se débarrasser des fardeaux sur ses épaules, même s'il s'agit de son propre fils. Nex décide de se débarrasser de lui en le transformant en cadavre carbonisé. Mais quand le garçon découvre que Finn commence à souffrir d'une forte fièvre, il décide d'abandonner et de céder à leurs exigences. Nex les ligote et les emmène au repère de son gang, et il s'avère qu'ils adorent une statue faite de débris après l'avoir incendiée. Finn pensa alors qu'ils n'étaient qu'une bande de fous furieux. Puis il le détacha après avoir réussi à voler la clé plus tôt, mais il fit semblant d'être toujours ligoté. Une fois le rituel du gang terminé, il s'approche d'eux avec l'intention de les achever. Mais il réalise soudain que Finn n'a rien à voir avec ça et commence à se demander qui il est et s'il y a un lien entre lui et le garçon. Finn montre sa main de derrière son dos et leur dit qu'il n'est qu'un vendeur de voitures, puis utilise sa carte pour invoquer son arme et tire sur le tas de ferraille suspendu au-dessus d'eux afin qu'ils tombent sur le dos et ne puissent pas le plus bouger. Puis il s'enfuit pour se cacher derrière l'un des barils. Nex décide d'utiliser son pouvoir pour l'arrêter et il est surpris quand il essaie de lui tirer dessus. Mais ses flammes font fondre ses balles et elle commence à l'attaquer et fait exploser les barils près de lui, rendant Finn incapable de bien viser à cause de la densité de la fumée. Puis il fut surpris par des éclats d'obus tombant sur lui et réussit à les esquiver au dernier moment. Quand il se retrouva entouré de feu de tous côtés, Nex apparut devant lui, jurant de le réduire en cendres, et quand elle l'attaqua, Chris fit irruption dans le bunker et sauva Finn de la mort juste à temps. Chris s'excusa d'être en retard à cause des embouteillages et fut surpris de trouver Finn à côté de lui. Il lui dit qu'il cherchait quelqu'un nommé Léo, qui s'avéra être un enfant riche et un client important de leur entreprise, et quand Léo s'approcha d'eux, Chris lui dit qu'il avait reçu 1 million de yens pour lui. Léo sort une carte à jouer de sa poche et l'utilise pour invoquer son pouvoir. Chris lui dit qu'il vient de rencontrer la carte numéro 7, un membre de leur organisation, et que le pouvoir de sa carte lui permet de transformer l'argent en n'importe quoi de valeur. Léo dispersa alors l'argent en l'air, le transforma en lance-roquette, le pointa sur Nex et ses amis, et tira une seule roquette sur eux, les tuant et obtenant enfin la carte de Nex. Soudain, Léo vit la statue de ferraille s'effondrer sur lui, et Finn se précipita vers lui pour le sauver. Mais Léo lui dit alors qu'il n'avait pas besoin de son aide et que jouer les héros lui causait toujours des ennuis. Puis il remarqua une égratignure sur son visage, attrapa un billet de banque, le transforma en bandage et le lui appliqua sur le visage avant de retour au quartier général, Finn est choqué quand Bernard lui dit que Léo est le directeur de la succursale de l'entreprise. Léo tire Finn et Chris par leur cravate et leur dit qu'il a lu leur rapport de mission et n'est pas impressionné par le danger constant de Finn, tandis que les autres sont surpris que Finn ait déjà rencontré Léo. Wendy se réveilla en hâte après avoir réalisé qu'elle était en retard pour le travail. Et quand elle se souvint du rêve qu'elle avait eu sur son passé avec son père et des souvenirs d'avoir obtenu la carte de l'épée, elle alla voir leurs photos ensemble, excitée de rencontrer son père aujourd'hui, et prit sa carte avant de partir.
Alors que Wendy courait vite sur son chemin, elle rencontra de nombreux obstacles devant elle et ne put attraper le bus après que ses chaussures se soient coincées dans la bouche d'égout. Et après un certain temps, elle arriva au siège de l'entreprise, haletante, et vit Chris vendre une voiture à un client avec Finn pour le former aux techniques de vente et fut surprise de trouver Wendy assise à son bureau et ne la remarqua pas quand elle entra. Après avoir terminé le travail, Wendy s'assit à un bar, sirotant un verre avec Finn à la table voisine, bavardant avec Léo et Vijay de son succès à vendre une voiture au PDG d'une entreprise technologique en pleine croissance et célébrant le succès de sa première affaire. Après le départ anticipé de Léo et Vijay, Finn et Chris durent la porter tout le long du chemin et écouter ses divagations. Chris dit qu'ils ont une règle, ils ne peuvent pas la laisser boire plus de 3 bières. Le lendemain, Wendy se réveilla et réalisa qu'elle avait dormi dans ses vêtements de travail. Elle s'arrêta devant une photo de son père, pensant qu'elle ne serait jamais comme lui, et répéta le même itinéraire. Mais cette fois, elle réussit à prendre le bus. Quand elle arriva à l'entreprise à l'heure, elle fut surprise que Finn et Chris ne soient pas encore arrivés. Vijay lui dit que Finn était parti faire un essai routier avec le client d'hier, tandis que Chris avait reçu un appel du patron. Wendy reçut alors un appel sur le téléphone de l'entreprise, mais son visage montra des signes de choc à ce qu'elle entendit. Pendant ce temps, la Citibank est cambriolée par un gang organisé et Wendy écoute au téléphone et découvre que Chris est à l'intérieur de la banque et réussit à distraire l'un des voleurs et à l'attaquer. Certains des otages tentèrent de profiter de leurs préoccupations pour lui et de s'échapper. Mais l'un des criminels les remarqua se dirigeant vers la porte et pointa son arme sur eux. Chris se précipita devant lui pour prendre les balles à leur place. Tout le monde le crut mort, mais il dit à Wendy que le criminel avait vidé tout le chargeur dans son corps, puis il leur raconta les détails. Wendy décide d'y aller avec Vijay car elle est membre de l'organisation Trump Card. Pendant ce temps, de l'autre côté, Finn passe toujours son examen de conduite et est surpris quand il voit Chris traîner dans la direction opposée et réalise qu'il est en pleine poursuite avec un criminel, alors il prétend avoir mal au ventre pour échapper au client. Après cela, il se rendit à la carte de Chris pour l'accompagner dans sa mission, tandis que Vijay utilisa sa capacité pour bloquer le gang. Puis Wendy sortit de la voiture, utilisa sa carte et invoqua son sabre de samouraï et commença à les éliminer un par un jusqu'à ce qu'elle réussisse à libérer l'otage. À sa surprise, le criminel clona l'otage avant qu'elle ne l'attaque, poignarda Vijay dans le dos et lui dit qu'il était John Dew, le joueur avec la carte des 4 coupes, et créa plusieurs copies de lui-même en même temps. Vijay pensa que si John pouvait faire une infinité de copies de lui-même, ils finiraient tous morts. John dit à Wendy de poser son arme, elle se souvint des paroles de son père sur la maîtrise de l'épée, puis elle décida de prendre le chemin de la solitude, isolée de tous comme son père l'avait recommandé. John fut choqué de voir sa forme changer radicalement et ne sentit pas Vijay lui échapper et s'arrêter loin pour l'observer. Wendy commença à écraser tous ses clones un par un tandis que Vijay envoya un message texte au téléphone de Chris lui disant que la deuxième Wendy était arrivée. Et quand Finn ne comprit pas le message, Chris lui dit que la carte de Wendy prend le dessus quand elle tire son épée et attaque quiconque se met en travers de son chemin. De l'autre côté, Wendy vainquit tous les clones de John, et quand elle était sur le point d'achever son original, Vijay attrapa sa lame avec son torse. Elle était furieuse et lui demanda de l'affronter. Mais Léo lança rapidement un énorme coffre-fort de banque sur elle depuis un hélicoptère pour l'immobiliser. Mais à sa surprise, elle fut capable de le déchirer avec son épée simplement, puis sauta vers lui et fit exploser l'avion pour l'accueillir à sa manière. Puis elle le réprimande de vouloir l'appeler en cas de besoin et se précipite pour se débarrasser d'elle une fois sa mission terminée. Avant qu'elle ne puisse l'attaquer à nouveau, Chris arrive avec sa voiture derrière elle, elle se précipite sur lui et le tranche en deux. Mais heureusement pour lui, il a l'immortalité, il semble être son garçon préféré pour cette raison. Wendy continuait de le déchirer en morceaux et de s'amuser jusqu'à ce que Chris l'arrête et lui dise qu'un nouveau membre avait rejoint l'organisation. Puis il essaya de la retenir pour que Finn puisse viser. Mais elle le repoussa et continua d'esquiver ses balles. Mais elle ne réalisa pas qu'il visait son épée et réussit à la faire glisser de ses mains pour qu'elle retrouve son caractère original après qu'elle ait juré de l'éliminer la prochaine fois. Après un certain temps, Wendy reprit connaissance après avoir fait un rêve avec des souvenirs de son père, lui disant qu'elle n'avait pas à prendre le chemin de l'isolement comme lui et qu'elle pourrait trouver des amis pour l'accompagner sur son propre chemin. Puis elle trouva Finn assis à côté d'elle, attendant qu'elle se réveille. Alors elle lui dit qu'ils allaient tant bien et qu'elle ne devrait pas invoquer sa deuxième personnalité, ni suivre le chemin de l'isolement seul, car elle leur causerait des problèmes. Et Finn lui dit qu'il n'y a rien de mal à causer des problèmes, et si quelque chose arrive, il l'arrêtera à nouveau parce qu'ils sont une équipe. Wendy commença à pleurer après avoir senti que le souhait de son père pour elle était exaucé, et quand Finn quitta sa maison, il eut l'impression d'avoir oublié quelque chose là-bas. Et le lendemain, Chris remarqua qu'elle était venue travailler tôt, et avait nettoyé l'endroit avant l'arrivée des clients, et il sentit qu'elle commençait à s'améliorer petit à petit. Quelques jours plus tard, la détective Sugar se demande pourquoi ils n'ont pas interrogé Chris puisqu'il a été filmé par la vidéosurveillance causant le chaos en essayant d'arrêter John et le détective Yon répond que l'affaire a été résolue une fois le criminel arrêté. Sugar pensa qu'il ne pouvait pas l'interroger parce qu'il travaillait pour Pinnacle, comme Finn et Léo. Elle lui dit qu'elle avait fait des recherches sur eux et avait découvert que toutes les affaires impliquant Pinnacle étaient mystérieusement abandonnées et décida de lancer une enquête complète sur l'entreprise. Puis l'un des officiers les rejoignit pour dire à Young que John voulait le voir dans la salle d'interrogatoire. Alors il lui dit de prendre Sugar à la place
pour qu'elle fasse son devoir de détective. Et quand elle alla interroger John, il insista pour qu'il lui amène Young parce que sa vie est en jeu et que sa famille ne le laissera pas vivre. Sugar lui dit que personne ne peut lui faire de mal tant qu'il est à l'intérieur du poste. John sent qu'il peut leur faire confiance et décide de passer un accord avec elle pour le laisser s'échapper vers un endroit sûr en échange de tout leur raconter sur sa famille. Sugar accepte son offre et lui dit en effet qu'elle veut interroger un témoin clé de l'accident. Young se rendit alors au garage et passa un appel à Theodore, le chef de l'organisation Trump. Theodore lui dit de ne pas faire confiance à la mauvaise personne car comme un serpent, il attendra le bon moment pour bondir. Pendant ce temps, Finn était au siège de Pinnacle avec Chris, le client de l'entreprise technologique, tandis que Sugar les observait à distance pour commencer à recueillir des informations sur eux et surveiller leurs mouvements. Elle remarqua qu'aucun d'entre eux n'était en contact avec la famille Klondike, mais elle était convaincue qu'elle en saurait plus bientôt. Le soir, Young alla voir Bobby qui semblait contrarié de le voir. Young tenta de le provoquer avec quelques phrases jusqu'à ce qu'il se mette très en colère quand il lui dit que la personne qui l'avait battu au casino n'était qu'un enfant. Young entra alors et commença à fixer toutes les personnes présentes à la fête jusqu'à ce que l'un des membres de la famille Klondike, Pan, apparaisse et que tout le monde le salue. Pendant ce temps, de l'autre côté, Finn sentit que quelqu'un l'observait, alors il utilisa sa carte et le suivit, pointant son arme sur lui, jusqu'à ce qu'il trouve Sugar debout devant lui, pointant son arme sur lui. Pendant ce temps, Pan commence son discours à l'événement sur la pauvreté et son effet sur les enfants. Tandis que Young est surpris qu'une famille mafieuse organise un événement caritatif et considère cela comme une blague, de l'autre côté, Sugar arrête Finn et l'emmène au poste de police. De l'autre côté, Young fut surpris de voir John entrer dans la salle menottée avec l'un des policiers et réalisa qu'il y avait un traître parmi eux. Pan dévoila alors son visage et lui demanda pourquoi il avait trahi leur famille, et John dit que la famille ne lui pardonnerait pas d'avoir perdu sa carte. Alors que Sugar pensait à démasquer Pinnacle en interrogeant Finn, elle fut surprise quand le bus scolaire les percuta délibérément, puis ils trouvèrent le bus s'élevant dans les airs de lui-même, et Finn lui demanda de le détacher avant que le bus ne leur tombe dessus. Après avoir réussi à sortir de la voiture avant que le bus ne tombe, ils trouvèrent une femme mystérieuse s'approchant d'eux, alors il utilisa sa carte pour se préparer à une attaque surprise. Mais il fut surpris qu'elle ait la capacité de contrôler les choses autour d'elle, contrôlant même sa main et l'empêchant de tirer. Puis elle commença à étrangler Sugar et lui fit pointer son arme sur elle, alors qu'ils étaient complètement incapables de bouger jusqu'à ce qu'elle le fasse tirer sur elle, sans que la balle ne la touche. Puis elle cessa d'utiliser son pouvoir sur eux et les avertit de ne plus s'immiscer dans les affaires de la famille, tandis que Pan torturait John en l'étranglant et en lui tordant le cou à 360 degrés, jusqu'à ce qu'il soit complètement déchiré à la fin de son discours et il tomba inerte. Après avoir terminé son discours, il rencontra Young dehors et Young lui dit qu'il était venu l'interroger sur l'attaque du palais de Trabla il y a un mois, lorsque le roi avait annoncé son abdication et accusé sa famille d'avoir fait irruption dans le palais pour voler les cartes X ce jour-là. Quand il lui demanda où étaient les cartes et si Theodore avait quelque chose à voir avec leur distribution au peuple, Pan lui dit de ne pas lui faire confiance car il le trahirait un jour. De l'autre côté, Sugar était terrifiée par ce qui s'était passé devant elle et ne savait rien des capacités de Finn et de cette femme, comme s'ils étaient des magiciens. Finn lui conseilla de rester loin de lui pour son propre bien, mais elle lui dit qu'elle est une personne très curieuse et que ce qui s'était passé la pousserait à vouloir en savoir plus, puis elle fut surprise qu'il les menottait au reste de la voiture de police sans qu'elle ne le remarque avant de la laisser et de partir. Le lendemain, Sugar était avec Young après qu'ils aient pu obtenir des informations sur Finn et elle lui dit qu'elle ne peut s'empêcher d'y penser car elle est curieuse depuis l'enfance et c'est une grande raison pour laquelle elle veut devenir détective maintenant. Young lui dit que le travail de la police est de surveiller les balances qui équilibrent le monde et elle fut surprise quand il lui dit qu'ils avaient retrouvé John mort ce matin quelque part et dit que même s'il l'avait laissé sous sa responsabilité, il avait toujours de grands espoirs pour elle. Le soir, la famille Klondike est réunie au manoir lorsque Tellette les rejoint et leur dit que sacrifier John était nécessaire pour qu'ils puissent avancer et que tout ce qu'ils font est avant tout pour la famille. Quelques jours plus tard, Léo se rend à la vente aux enchères de la Dame Noire Reine pour récupérer l'une des cartes proposées. Lorsque l'île de Trabla fut divisée en 4 pays, une armée d'invasion apparut et attaqua la ville. Après que l'île fut en ruine, une sorcière apparut avec un jeune garçon, portant le message que ce garçon était le roi légitime de Trabla. Et si les insulaires voulaient sauver leur patrie, ils devaient choisir 13 chevaliers parmi les 4 pays. Puis une armée de 52 chevaliers fut formée pour sauver l'île, et la sorcière leur donna des cartes mystérieuses. Et en signe de leur loyauté envers le garçon, ils lui prêtèrent un serment de sang, puis ils combattirent de toute leur force pour leur île, mais en vain, car ils tombèrent tous au milieu de la bataille. Grâce au pouvoir de la sorcière, leur amour pour la terre fut transféré à leurs cartes et le garçon utilisa le pouvoir des 52 cartes et créa un miracle, éliminant tous ses ennemis, sauvant l'île, unissant les 4 pays et devenant le premier roi de Forland. Avant le début de la vente aux enchères, les officiels ont interviewé le PDG de la société automobile Hoho, Norman Kingstad, qui semblait extrêmement arrogant en demandant à l'annonceur de l'appeler roi, puis lui a dit qu'il était venu à la vente aux enchères pour acheter autant de trésors antiques de Forland que possible, en particulier la carte du chevalier. Pendant ce temps, Finn et les autres regardaient l'interview à la télévision et réalisèrent que Norman ciblait également la carte. Et Wendy leur dit qu'il était un adversaire coriace, surtout ses assistants, Priest et Brandy, puisqu'ils ont des cartes et sont classés comme joueurs. Vijay décide d'aller de l'avant avec leur plan et de remplacer la vraie carte par une fausse pendant que Finn souffre du mal de mer.
Léo les rejoint et leur dit que le but de leur mission est de collecter les cartes et de les rendre à la famille royale. Mais il pensa à changer le plan quand il remarqua le mal de mer de Finn, mais il insista pour mener la mission lui-même. Alors Léo lui dit que sa mission exigeait précision et audace dans l'exécution, car toute erreur les détruirait et les exposerait à des poursuites judiciaires. Chris réussit à le convaincre de faire confiance à Finn et qu'il pouvait le faire. Et Léo céda et leur dit de commencer la mission maintenant. De l'autre côté, la vente aux enchères avait déjà commencé et quand Léo rejoignit la vente, Norman lui dit qu'il visait à obtenir la carte. Norman réussit à obtenir un artefact pour 50 000, tandis que Finn vola une clé au superviseur malgré qu'il se sente à nouveau malade et la donna à Vijay déguisé en serveur qui à son tour la donna à Wendy. Wendy alla dans sa chambre pour attirer l'un des gardes de sécurité en renversant sa boisson sur lui, tandis que Chris profita de l'occasion et obtint la clé facilement. De l'autre côté, Vijay utilisa sa capacité pour faire passer des racines de plantes par le trou de ventilation jusqu'à la chambre de Wendy et réussit à voler la carte de sécurité du costume du garde attiré. Chris se rendit au sous-sol et quand il fut fouillé par les gardes, ils lui demandèrent de leur montrer sa carte. Alors il attendit que Vijay la lui donne par le trou de ventilation et réussit à entrer au sous-sol et à échanger la carte originale contre une fausse. En sortant du sous-sol, il remarqua une caméra de surveillance et installa un appareil afin que Vijay puisse la contrôler et montrer une version différée de la bande d'enregistrement. Le soir, les enchères se sont concentrées sur la carte et Norman semblait excité et confiant qu'il obtiendrait la carte à la fin. Soudain, il décida de demander une courte pause avant l'enchère finale et Léo sentit que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, le courant se coupa juste au moment où Chris s'apprêtait à mélanger les cartes quand il réalisa que quelqu'un se tenait derrière lui et il s'avéra que c'était le prêtre assistant de Norman qui l'attaqua et déchira la fausse carte avec son pouvoir. Chris utilise sa carte pour invoquer son pouvoir d'immortalité et le combat commence. De l'autre côté, Norman réalise qu'un groupe de voleurs tente de dérober la carte et décide d'affronter l'un d'eux en face à face, déployant tous ses pouvoirs pour les empêcher de mener à bien leur plan. Léo tenta de communiquer avec ses partisans en vain. Il réussit cependant à joindre Finn, lui disant qu'il allait vérifier la situation dehors. Léo fut surpris du retour de Norman et de son désir de poursuivre l'enchère, bien que la carte n'ait pas encore été livrée, et il commença les mises à 500 000. Léo décida donc de le suivre pour découvrir ce qui se tramait en coulisses. Pendant ce temps, le combat entre Chris et Priest battait son plein. Priest l'étourdit à chaque contact grâce au pouvoir de sa carte, puis suggéra à Chris d'abandonner, de ne pas se battre et que la carte reviendrait à Norman avant de trouver Finn derrière lui, une arme pointée sur lui. Mais il ne put se contrôler, épuisé. Priest en profita pour le maîtriser. Pendant ce temps, l'enchère atteignit 1 600 000,0 et il continua de rivaliser avec Norman jusqu'à ce qu'elle grimpe à 3 millions. À ce moment-là, Chris pensa gagner du temps pour réfléchir, puis annonça sa reddition, disant à Priest que leur patron ne perdrait de toute façon pas l'enchère face à Norman. Il profita alors de sa défense relâchée et poussa le chariot de cartes de toutes ses forces, tandis que Finn tentait de le rattraper. Et quand il fut assez proche, il se sentit de nouveau épuisé et continua de courir jusqu'à arriver sur scène, où il percuta Léo juste avant de surenchérir sur le montant de Norman, ce qui mit fin à l'enchère et annonça la vente à Norman pour 1 million. Mais il ne se réjouit pas longtemps de sa victoire, car la famille Klondike fit irruption dans le navire et vola la voiture par hélicoptère, sans que personne ne puisse les arrêter. Le lendemain, de retour au siège de leur entreprise, Léo se sentit frustré de n'avoir pas bien réfléchi au plan, n'ayant pas anticipé une action aussi audacieuse de la part de la famille mafieuse. Pendant ce temps, Norman était furieux d'apprendre que Pan avait incité les membres de sa famille à voler la carte et à gâcher sa victoire. Il demanda à Priest d'organiser une interview exclusive avec la chaîne pour parler de son opposition à Pinnacle. Mais Brandy lui dit qu'il était en vacances pour une réunion de parents d'élèves à l'école de son fils. Il s'ennuya donc, décida d'oublier le passé et jura d'écraser ses ennemis la prochaine fois. Quelques jours plus tard, Chris et Finn sont en mission pour récupérer l'une des cartes d'une jeune femme blonde. Chris tente de la séduire et de flirter avec elle, tandis que Finn lui dérobe discrètement sa carte, mais il est surpris qu'elle les ait repérés et Finn ne put récupérer la carte après qu'elle lui ait vaporisé une substance dans les yeux. La jeune femme utilisa alors le pouvoir de sa carte et les fit se coller l'un à l'autre en se tenant la main avant de disparaître de leur vue. Frustrés par cet échec et cette mystérieuse capacité, ils firent demi-tour et demandèrent à Vijay de garder le secret entre eux, de ne rien dire à Wendy et Léo pour ne pas être ridiculisés. Ils avaient l'air vraiment suspects avec ce genre de collage. Vijay leur dit que la jeune femme s'appelle Chelsea et qu'il a pu la retrouver grâce à une application de réseaux sociaux. Ils se précipitèrent donc après avoir réussi à la localiser. Pendant ce temps, Chelsea traînait avec ses amis à une fête, évaluant les garçons autour d'eux jusqu'à ce qu'elle soit surprise par Finn et Chris debout derrière elle. Elle leur renversa sa boisson dessus et s'enfuit. Ils la poursuivirent, ce qui fut difficile car ils se tenaient tout la main et n'étaient pas coordonnés dans leurs mouvements. Chelsea en profita pour les jeter dans la piscine avant de partir. Chris, exaspéré, pensa à se couper les mains pour qu'une autre repousse, mais ça ne fonctionna pas et ils restèrent le collés tout le temps. Après cela, Chelsea s'assit avec ses amis et leur raconta ce qui lui était arrivé la veille. Elles pensèrent que Chris l'aimait bien et voulait une relation avec elle. Puis elle fut surprise de les voir entrer, alors elle s'enfuit de nouveau après s'être déguisée et ils continuèrent de la suivre partout où elle allait, même sur son lieu de travail.
Après 3 jours, ils étaient épuisés de la poursuivre si longtemps, sans relâche. Finn fut surpris qu'elle ne rentre jamais chez elle et qu'elle change constamment d'endroit. Il suggéra de faire une pause, mais Chris lui dit qu'il réglerait définitivement l'affaire aujourd'hui. Finn lui dit qu'il en a marre d'elle et de cette situation collante et se demande pourquoi elle ne rentre pas chez elle. Elle lui dit qu'elle n'a pas de maison, qu'elle dort chez des amis et qu'elle vagabonde d'un endroit à l'autre pour le travail et le plaisir et qu'elle cherche son âme sœur. Chris proposa de réaliser ses vœux en échange de la carte, mais ses avances ne fonctionnèrent donc pas. Elle le traita de costume vide et sembla peu intéressée par un accord avec lui. Alors qu'elle s'en allait, Finn suggéra de se reposer et de réessayer plus tard. Quand ils se couchèrent, Finn fit un cauchemar où une armure noire l'attaquait. À son réveil, Chris était toujours éveillé et il lui raconta le cauchemar, ajoutant que le médecin lui avait déjà dit que cela pouvait être dû à son accident d'enfance. Puis il se demanda si Chelsea n'avait rien posté sur son compte et pensa qu'elle ne le ferait pas après avoir réalisé qu'il la surveillait. Chris lui demanda de ne parler à personne de ce qu'il avait vu aujourd'hui, pas même aux membres de l'organisation. Le lendemain, ils allèrent ensemble rencontrer Michelle et Finn fut surpris d'apprendre qu'elle était la sœur de Chris, car il pensait que c'était juste un rendez-vous normal avec sa petite amie. Michelle crut qu'ils étaient en couple parce qu'ils se tenaient haut la main. Et quand Finn s'apprêtait à lui raconter l'histoire de leurs mains collées, Chris lui marcha sur le pied pour l'empêcher de révéler ce qu'il faisait. Il dut donc faire semblant. Michelle continua de raconter à Finn leur relation fraternelle et à quel point Chris avait toujours été un bon frère pour elle. Quand elle les quitta pour aller aux toilettes, Chris le remercia d'avoir tenu le coup avec sa sœur, car il ne lui avait rien dit de l'organisation, puis ils furent surpris de trouver Chelsea derrière eux. Chelsea leur dit qu'elle travaillait dans ce restaurant et pensait qu'il la poursuivait toujours. Mais Chris répondit que sa sœur voulait venir ici. Chelsea s'émerveilla qu'il soit un frère si attentionné, même s'il était un coureur de jupons, et se sentit un peu pathétique. Puis elle fut surprise quand Michelle apparut devant elle, et Chris et Finn prétendirent qu'elle était une de leurs amies proches. Michelle proposa d'aller au parc avec eux après avoir fini de manger le gâteau, et Chris fut étonné que Chelsea accepte de les accompagner. Arrivée au parc, Chris lui demande ce qu'elle compte faire. Elle lui répond qu'elle veut se venger et le démasquer devant sa sœur. Elle rejoint ensuite Michelle et mentionne son flirt avec elle, mais il le nie et dit à sa sœur que c'est elle qui l'a délibérément piégé avec Finn. Il lui dit ensuite que Chelsea cherchait actuellement son âme sœur et il la dirigea vers un magasin vendant des colliers pour trouver des âmes sœurs. Ils profitèrent de leur temps au parc ensemble jusqu'à ce que Chelsea réalise qu'elle s'était laissée distraire en jouant avec Michelle et avait oublié la raison de sa venue. Une fois la journée terminée, Michelle demanda à Chris de faire du vélo pour se souvenir de leur jeunesse. Mais Chris promit de le faire la prochaine fois, alors Finn tenta de le convaincre de rester plus longtemps, puis ils furent de surpris quand Michelle s'effondra et s'évanouit. Chris demanda à Chelsea de le libérer pour qu'il puisse sauver sa sœur et l'emmener à l'hôpital. Puis il la souleva et se précipita dehors, se souvenant que le médecin lui avait dit par le passé qu'elle souffrait d'un trouble génétique, la même maladie qui avait emporté sa mère. Arrivé à l'hôpital, Chris tenta d'entrer aux soins intensifs avec sa sœur malgré les tentatives pour l'arrêter, mais il n'écouta personne jusqu'à ce que Chelsea utilise sa capacité pour s'accrocher à lui et le calmer. Après un moment, une infirmière lui dit que le médecin voulait lui parler. Le docteur lui annonça alors que Michelle s'était échappée de l'hôpital et n'était pas en état de sortir. Pendant ce temps, Michelle reprit conscience et continua de parler à Chelsea et Finn tout le temps. Et Finn apprit que Chris était orphelin, comme lui. À son retour, il lui parle devant la chambre de Michelle, et Chelsea réalise qu'il ment quand il dit qu'elle ira bien. Il lui explique que parfois, les mensonges aident à oublier la réalité, ou un passé douloureux, et que mentir l'aide à avancer malgré tout. Chelsea réalise qu'il n'est pas aussi pathétique qu'elle le pensait, et lui dit qu'il pourra avoir sa carte quand elle n'en aura plus besoin. Chris accepte et dit qu'il viendra la chercher un jour. Finn fait de nouveau un cauchemar de chevaliers en armure l'attaquant quand il fait une sieste dans le bus. À son réveil, il trouve des enfants qui le fixent, alors il joue avec eux pour les distraire. Pendant ce temps, un client l'attend chez le concessionnaire automobile. Chris le salue et lui dit que Finn est en vacances pour raisons personnelles. Finn arriva à l'orphelinat et trouva des enfants jouant dans le jardin, et l'un d'eux laissa tomber un livre par terre, et quand Finn le ramassa, il trouva Lindsay debout entre eux pour séparer leur bagarre, puis le garçon se dirigea vers Finn, lui arracha le livre des mains et s'enfuit. Finn s'interrogea sur ce garçon qui semblait nouveau à la maison, et Lindsay lui dit qu'il s'appelait Sam et qu'il lui faudrait peut-être un peu de temps pour s'habituer à l'endroit et à ses camarades. Puis Finn lui offrit un bouquet de fleurs pour son anniversaire et passa toute la journée à le célébrer avec lui. Pendant ce temps, Pound était assis à table avec le reste de sa famille et se demanda pourquoi Bobby ne les avait pas rejoints pour le déjeuner. Il commença à parler des liens humains, des avantages d'avoir une famille, etc. Puis leur dit que c'était le moment de montrer leur vraie force au monde. Le soir, Finn alla dans la chambre de Sam et lui donna une petite fleur, mais il continua de lire son livre, ignorant sa conversation. Il lui raconta qu'il avait été comme lui un jour, rentré seul sans aucun souvenir, n'ayant qu'une carte de joueur, et Lindsay lui avait dit que ses parents étaient à noter morts dans un accident de voiture. Puis il ajouta que tout le monde considérait Lindsay comme leur père et qu'ils étaient tous frères et sœurs. Sam se mit en colère et dit que quiconque essaierait de prendre le livre que ses parents lui avaient donné n'était pas son frère. Il se rappela ce que Lindsay lui disait enfant. Puis s'approcha de son lit, retira une planche de bois du sol et dit à Sam de mettre tous ses objets de valeur dans cette cachette et de n'en parler à personne. Puis il rejoignit les autres en bas pour célébrer Lindsay et lui offrit un cadeau d'anniversaire, un nouveau tablier à porter en cuisinant.
Ensuite, ils allèrent ensemble à la cuisine pour l'aider à préparer le repas. Lindsay lui dit que le foyer fermerait le printemps prochain et qu'il cherchait de nouvelles familles pour les enfants, lui demandant de leur faire un discours de motivation. Finn sortit son téléphone et lui dit qu'il avait une bonne somme d'argent et que lorsqu'il deviendrait un employé à temps plein, il en gagnerait davantage, puis il achèterait la propriété et il n'aurait pas à fermer le foyer. Mais il fut surpris quand Lindsay lui demanda s'il avait dû prendre des risques pour gagner autant d'argent. Puis il lui dit qu'il n'accepterait pas qu'il dépense son argent pour acheter la maison et lui demanda d'arrêter de leur rendre visite. Quand ils retournèrent auprès des enfants, Sam réalisa que quelque chose n'allait pas avec Finn. Puis il fut tout surpris quand Bobby apparut devant eux et interrompit la célébration, et Finn sentit que la situation était grave. Quand Lindsay s'approcha de Bobby pour le saluer et lui serrer la main, Finn le prévint de ne pas le toucher et dut utiliser sa carte et pointer son arme sur lui. Mais Bobby commença à lui tirer dessus avec des balles colorées, semant le chaos parmi tous, alors Lindsay fit sortir les enfants de la pièce. Puis Bobby lui dit qu'il était venu se venger, comme promis, car il refusait d'être vaincu par un amateur comme lui, et le vaincre maintenant lui ferait regagner sa place dans la famille. Il avait l'intention de le détruire, lui, et l'endroit qu'il aimait, puis il mit le feu à la pièce. Finn sauta vers lui et tenta de le repousser d'un coup de pied et de l'attaquer. Bobby sentit que le combat allait être amusant maintenant. Pendant ce temps, Lindsay appela la police et fut surpris par les flammes qui dévoraient la maison de l'intérieur. Sam alla dans sa chambre chercher son livre avant que le feu ne l'atteigne. Finn le rejoignit et lui demanda de quitter la maison, lui donnant un mouchoir à mettre sur sa bouche en partant. Et quand ils sortirent, ils trouvèrent Bobby qui les attendait dans le couloir et continua de les attaquer jusqu'à ce que Sam laisse tomber son livre malgré lui. Mais ils durent le laisser et s'échapper de l'autre côté. Finn eut un mal de tête et eut l'impression de voir des bribes de son cauchemar habituel. Il se demanda s'il faisait son cauchemar à un tel moment. Bobby les poursuivit jusqu'au toit. Quand Sam retrouve son livre, il lui demande de le lui rendre. Il découvre que les autres enfants ont tendu une bâche pour qu'ils atterrissent. Finn décida de gagner du temps pour que Sam puisse sauter en toute sécurité et commença à tirer sur Bobby. Et après le succès du plan, il décida de faire de son mieux pour sauver tout le monde, bien qu'il soit le plus faible dans ce combat. Puis il se précipita vers Bobby, qui continua de lui tirer des balles dessus et réussit à le toucher à diverses parties du corps. Et quand il se souvint du conseil de Lindsay, il s'approcha suffisamment et le frappa de toutes ses forces. Mais il fut surpris de voir Bobby tenir 2 cartes. Il les activa, drainant tout son pouvoir pour achever Finn, et recommença à l'attaquer. Bobby sentit une puissance formidable traverser son corps, et Finn fut étonné quand il mentionna la main X et sembla le voir comme le tatou qu'il apercevait dans ses cauchemars. Il tenta de lui tirer une balle de son arme, mais fut surpris par sa capacité à régénérer ses membres. Puis Bobby continua de l'attaquer à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il le saisisse et le soulève avec sa main en caoutchouc, puis utilisa une capacité de téléportation et ils retournèrent à l'intérieur du bâtiment en feu. Et Bobby commença alors à le provoquer en mentionnant sa maison qui avait brûlé quand il était enfant et qu'il l'avait retrouvée parmi les décombres. Finn réalise que ce qu'il voit en dormant n'est pas seulement un cauchemar, mais un aperçu de son passé qu'il ne se rappelle pas et il commence à s'effondrer mentalement devant lui. Bobby le saisit, se sentant supérieur, et décide de mettre fin au combat entre eux et d'exploser ensemble, mais il est surpris par une puissante attaque, et Finn s'éloigne en vitesse et regarde Bobby brûler devant lui. Après un moment, la police arriva avec les pompiers et l'ambulance, et ils réussirent à sortir Finn. Mais il était frustré d'avoir tout perdu car toute la maison était en feu, et Lindsay lui dit qu'il se souvenait de tout et connaissait son mensonge. Ses parents n'étaient pas morts dans un accident de voiture, et le chevalier en armure noire était une personne réelle, pas une invention de son imagination. Le lendemain, Chris se précipite dans les rues après avoir appris une explosion intentionnelle sur le site de l'apparition des 3 princes près du musée royal. Léo ordonne aux joueurs de trouver les terroristes et de leur dérober leurs cartes. Pendant ce temps, un membre de la famille Klondike réussit à infiltrer l'un des princes et à l'éliminer ainsi que ses gardes. Quand Chris arriva sur les lieux, il réalisa qu'il y avait des suspects debout devant eux. Quand il tenta de lever son arme et de leur ordonner de se rendre, l'un d'eux utilisa sa carte et invoqua le contrôle du sol, créant une barrière d'asphalte entre lui et eux, et ils réussirent à s'échapper. Peu après, la nouvelle de la mort du prince Dylan fut diffusée à la télévision par satellite et la ville fut placée en état d'alerte maximale pour d'autres attaques. Sugar dit au détective Young qu'elle était sûre que des personnes aux pouvoirs étranges étaient à l'origine des attaques. Elle lui demanda d'enquêter et de faire appliquer la loi, mais Young resta silencieux jusqu'à ce qu'il lui dise que certaines choses valaient mieux rester inconnues. De l'autre côté, Theodore présenta ses condoléances au père de Dylan et l'assura que son intuition était juste. La cause de l'accident était la lutte pour les cartes à jouer. Le père du roi lui dit que c'est ce qui arrive quand les cartes tombent entre de mauvaises mains et lui ordonna de les récupérer et de les cacher dans un endroit qui garantirait la sécurité du royaume car leur capacité était trop grande pour être gérée par des humains. Après son départ, il trouva Pan debout derrière lui, disant sarcastiquement qu'il était venu présenter ses respects. Théodore l'accusa d'avoir éliminé le prince pour étaler son pouvoir et Pan lui dit que c'était amusant quand les cartes étaient utilisées pour jouer et que la même chose arriverait à ses partisans quand ils s'ennuieraient et que c'était devenu une question de fierté entre eux sans place pour la justice. Théodore quitta donc la salle et ordonna la convocation de tous les membres de son organisation. Chris reçut ensuite un appel de Bernard pour l'informer de la convocation. Quand il demanda si Finn était sur la liste, Bernard lui dit qu'il n'avait pas répondu à son téléphone depuis 2 semaines et qu'il semblait qu'il n'assisterait pas à la réunion en l'état.
Après que tous les membres, sauf Finn, se furent rassemblés, Bernard leur dit que Théodore avait ordonné la récupération immédiate de toutes les cartes dont l'emplacement était connu. En raison de la gravité de la situation actuelle, il commença ensuite à leur distribuer les tâches, les avertissant que l'emplacement des cartes était top secret. Après cela, Windy partit avec Vijay pour Sylvam, tandis que Lee partit pour Neville. Puis Bernard dit à Chris qu'il irait à Palastec avec Finn et qu'il devrait prendre le train aujourd'hui. Il ajouta qu'il savait à quel point il était triste de l'incendie de l'orphelinat qu'il considérait comme sa maison et demanda à Chris de lui remonter un peu le moral. Chris interrompit les pensées de Finn en frappant à la porte et en lui disant qu'ils avaient du travail à faire. Mais Finn répondit avec frustration qu'il ne servait plus à rien de travailler puisqu'il gagnait de l'argent pour acheter l'orphelinat et que ses souvenirs vagues dominaient toujours ses pensées. Chris se demanda ce qui lui était arrivé par le passé et l'étendue de son traumatisme. Finn lui dit que Lindsay lui avait menti sur la mort de ses parents et qu'il n'avait pas de vraie famille. Alors Chris lui répondit que la famille n'était pas forcément composée de parents. Ça peut être une petite amie ou un ami et qu'il ne serait jamais seul tant que quelqu'un serait toujours à ses côtés. Il lui conseilla ensuite de ne pas penser au conditionnel pour ne pas se sentir plus mal. Et quand il ne trouva aucune réponse de Finn, il lui dit qu'il était juste venu lui dire que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute et qu'il pouvait faire le travail seul avant de partir. Par la suite, certains membres de la famille mafieuse Klondike étaient en colère de ne pas avoir reçu les éloges attendus pour leur mission réussie et jurèrent d'entreprendre une mission plus importante pour faire leurs preuves auprès de Pan. De l'autre côté, Chris se rendit à la gare et monta dans le train pour Palostec. Il se demande si Finn est vraiment prêt pour cette mission. Il fait semblant d'aller bien et ils montent ensemble dans le train pour atteindre leur destination, seulement pour apprendre que leur cible est une femme de 48 ans nommée Eriatawa. Chris lui demande pourquoi il a changé d'avis sur la mission. Finn répond qu'il s'est blâmé tout le temps pour ce qui est arrivé à la maison, ce qui lui faisait craindre que le moindre de ses gestes ne le détruise. Mais il s'est senti plus confiant quand Chris lui a dit que ce n'était pas sa faute. Chris a dit à Finn de passer à autre chose, de ne plus y penser, car il se sentait sans abri après l'incendie de sa maison. Chris lui a assuré qu'il pouvait revenir quand il voulait, que Lindsay l'attendait, mais Finn lui a répondu de ne pas revenir. Chris, en mentor, a voulu le conseiller, lui expliquant que les adultes sont parfois compliqués dans leurs pensées et que s'il ne saisit pas leurs mots, il ne comprendra jamais leurs sentiments. Après un moment, Finn s'est endormi, mais Chris l'a réveillé à l'arrivée du train. En débarquant, un membre de la mafia est apparu devant eux et, usant de son pouvoir sur le métal, les a piégés avec des lames acérées, leur demandant de discuter un instant dans leur compartiment à l'intérieur du train. Une fois revenu dans le compartiment avec lui, le train ayant repris sa marche, il leur a dit que quelqu'un l'avait informé de leur présence à la gare, et bien qu'il ignore pourquoi il était là, il leur a ordonné de lui remettre leurs cartes. Chris ayant refusé, il a menacé de blesser les passagers du train avec son grand ami et qu'il mourrait. Il a ensuite révélé que son acolyte, le contrôleur de Roche, s'appelait Alex. Chris, le trouvant idiot, a cherché à le provoquer pour qu'il révèle son propre nom, ce qu'il a réussi et il leur a dit s'appeler Gasper. Chris lui dit que s'il met en danger la vie des passagers, il mettra la sienne en péril, ce qui est inutile. Gasper réalise qu'il a raison, qu'il n'a aucune idée de quoi faire dans cette situation et qu'il semble être un idiot incapable de réfléchir. Chris, sarcastique, affirme que ce n'est qu'une menace, qu'il ne peut rien faire, qu'il se fiche des passagers et qu'il obtiendra sa carte et celle d'Alex. Gasper, irrité par ce défi, lui ordonne de remettre leur carte avant qu'il ne soit trop tard, car il contrôle toujours la situation. Finn voit par la fenêtre qu'ils sont sur un pont. Gasper utilise son pouvoir pour détruire toute la cabine et une partie du train, les exposant à l'air libre. Alex, sans attendre le signal de Gasper, utilise sa carte et commence à lancer des roches sur le train. Finn a voulu utiliser sa carte, mais Gasper l'a attaqué avant qu'il ne puisse. Alors qu'il invoquait des armes acérées et les pointait sur lui, Chris l'a repoussé, le projetant hors du train. Puis il a saisi Gasper par le cou, s'est approché du bord et l'a lâché. Mais il s'est accroché au bord et a dû utiliser son pouvoir pour arrêter le train avant qu'il ne percute l'amoncellement de roches, ce qu'il a réussi. Chris se dirige vers Alex, mais Gasper le plaque et le retient avant qu'il ne s'approche, réalisant qu'il est en difficulté seul face à eux. Pendant que Finn est inconscient après sa chute, une femme inconnue le trouve grâce à l'odorat de son chien. Le lendemain matin, Finn reprend conscience et découvre qu'il est chez une femme qui l'a trouvé inanimée, accompagnée de son chien. En la regardant, il réalise que c'est Arya qu'il reconnaît à sa boucle d'oreille, puis il observe son costume et comprend qu'elle connaît sa carte. Il tente de se lever pour la lui reprendre, mais ne peut bouger. Elle lui dit que sa température est basse, qu'il doit se reposer et comprend qu'il travaille pour Théodore. Il fut surpris quand elle répéta les phrases qu'on lui avait dites lors de son entrée dans l'organisation. De son côté, l'organisation apprit l'accident de train à 25 km de la gare où Finn et Chris devaient descendre, confirmant des problèmes durant le trajet. Bernard leur annonça que Théodore avait ordonné à tous les membres de se tenir prêts. Arya rendit sa carte à Finn et la remit dans son costume, lui disant qu'elle l'avait sauvé, bien qu'il soit venu prendre la sienne. Elle fut surprise quand il demanda s'il y avait eu d'autres membres avant eux. Puis il lui raconta ce qui s'était passé dans le train et elle fut étonnée qu'il mentionne que Chris était avec lui lors de l'attaque.
Chris était couvert de blessures après que Gasper l'eut capturé et déchiré son costume cherchant la carte. Furieux de ne pas la trouver, il commença à le torturer et le frapper, tandis qu'Alex suivait les empreintes du chien jusqu'au bord de la colline. De l'autre côté, Arya s'occupait de Finn, lui confiant qu'elle était lasse de voir des gens mourir devant elle. Finn s'interroge sur son passé, se demandant si elle connaissait Chris depuis longtemps, et elle commence à lui raconter ses débuts dans l'organisation 25 ans auparavant. Après la mort de son collègue, tout a commencé à s'effondrer. Et bien qu'elle ait voulu rester à ses côtés, Théodore lui a ordonné de retrouver le joueur évadé et de récupérer sa carte, lui disant que la collecte des cartes était leur priorité absolue. Dès lors, des pensées et des doutes sur la nature de l'organisation ont commencé à l'envahir. Et après 10 ans de travail, un événement a tout changé. L'explosion d'un magasin où Chris se trouvait alors qu'il n'était qu'un petit enfant. Elle l'a vu pour la première fois alité, puis son collègue Tyler, le père de Chris, a décidé d'utiliser sa carte pour lui sauver la vie. Mais Théodore a refusé en raison de l'interdiction royale d'utiliser les cartes à des fins personnelles. Quand Tyler l'a supplié de prendre sa carte, elle s'est sentie déchirée entre désobéir ou laisser Chris mourir, alors elle a quitté la pièce, les laissant seuls. Tyler continuait de le supplier d'utiliser sa carte, mais il n'a prêté aucune attention à ses mots et a décidé de régler l'affaire lui-même. Quand il a sorti son arme pour tirer sur Chris, Arya a utilisé son pouvoir pour l'arrêter et a dit à Tyler de se dépêcher de sauver son fils. Il a donc utilisé ses 4 cartes, payant de sa vie pour le sauver. Dès lors, Arya, frustrée par tout, a quitté l'organisation et a erré dans le pays jusqu'à trouver sa maison actuelle et s'y installer avec son chien Rudy. Elle a ensuite expliqué à Finn que plus un joueur utilisait de cartes, plus la capacité de la Main X serait puissante et plus le prix à payer serait élevé. Elle a compris que Théodore avait refusé l'usage des cartes par Tyler car il connaissait les conséquences de sa décision. Léo s'est ensuite rendu au bureau de Théodore, lui a remis les cartes collectées et l'a informé que celle d'Arya manquait après l'incident du train avec Finn et Chris. Il lui a alors nonchalamment ordonné d'aller à leur place récupérer la carte. Chris, lui, résistait à la torture de Gasper qui lui expliquait qu'Alex et lui cherchaient à élever leur statut dans la famille, qu'il ne laisserait pas Finn leur échapper et qu'Alex le trouverait bientôt. De l'autre côté, Finn, remis de ses blessures, décida de partir à la recherche de Chris. Avant qu'il ne parte, Arya a sorti sa carte et avant de la lui donner, elle lui a demandé ce qu'il ferait à sa place. Il lui a dit qu'il avait rejoint l'organisation pour gagner de l'argent et sauver l'orphelinat de la démolition et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Arya a compris que c'était une bonne personne et a décidé de lui donner discrètement sa carte. Quand il l'a prise, ils ont ressenti un violent tremblement de terre et ont vu Alex devant la maison, utilisant ses pouvoirs pour blesser Finn. Il a donc décidé de rendre sa carte à Arya afin qu'ils puissent l'affronter ensemble. Elle utilise alors sa carte et attire Finn vers elle pour le sauver de l'attaque d'Alex, lui expliquant que son pouvoir lui permet d'attirer tout ce qui se trouve dans son champ de vision. Elle se dirige ensuite vers Alex, attire une grosse roche derrière lui et le met à terre. Elle commence alors à rassembler divers objets autour de la roche pour l'y piéger et l'immobiliser. Mais elle fut surprise par sa capacité à se libérer de son siège et à se relever des décombres, puis il s'est arrêté dans une zone où il n'y avait rien autour de lui pour l'attirer. Finn a donc utilisé son arme pour lui tirer dessus, mais il a bloqué le tir avec sa force. Puis il l'a encerclé de barrières terrestres et a créé un trou profond sous la zone pour qu'il y tombe. Alors Rudy est apparu et s'est arrêté devant lui pour l'empêcher de lui faire du mal. Et quand il s'est approché d'eux, il a vu une voiture foncer rapidement vers eux. Il a donc tenté d'utiliser son pouvoir pour la bloquer. Chris est sorti de la voiture, a sauté vers lui, puis lui a donné un coup de pied puissant qui l'a fait tomber dans le trou. Arya a utilisé son pouvoir pour le piéger dans le trou et ils ont pu le vaincre. Elle a ensuite redonné sa carte à Finn après le combat tandis que Chris récupérait celle d'Alex. Et quand Finn s'est approché de lui, ravi de leur succès, il fut surpris que Chris pointe son arme sur lui et lui tire dessus, sous le regard stupéfait d'Arya, puis s'en est allé calmement. Chris se remémore son passé quand il vivait avec son père et sa sœur, comment Tyler était drôle et aimait les enfants, et Michelle plus épanoui qu'aujourd'hui. Il vivait heureux jusqu'à ce qu'il soit blessé par une explosion dans un magasin de jouets un jour. Quand il a repris conscience à l'hôpital, il a trouvé son père mort à ses côtés. Dès lors, il a eu la charge de Michelle et s'est senti renaître. Il a dû réprimer ses émotions en permanence et vivre comme quelqu'un d'autre, jusqu'au jour où il a appris que Michelle était au seuil de la mort. Alors il s'est souvenu de Finn, le voyant comme une réplique de lui-même qu'il avait abandonné il y a longtemps et ne voulait pas qu'il sache qui il était vraiment. Mais il était trop tard, il a décidé d'avancer. Pendant ce temps, Finn a repris conscience au siège de l'entreprise, se demandant s'il était encore en vie quand Léa s'est précipitée vers lui, l'interrogeant sur la prochaine destination de Chris. Finn ne comprend pas sa question sur Chris, alors il lui dit qu'il a disparu après avoir obtenu les cartes. Quand Finn regarde son costume, il réalise que Chris n'avait pas l'intention de le tuer, mais qu'il a délibérément tiré sur sa carte car elle est indestructible. Finn a suggéré de le retrouver eux-mêmes avant de le livrer à l'organisation pour comprendre ses motivations. Léo lui a dit que c'était impossible car Wendy et Veggie étaient en mission au palais de Forland et qu'il les rejoindrait bientôt comme garde du corps du roi et du prince. Léo a expliqué que l'organisation les avait assignés à cette mission car ils étaient proches de lui, surtout Finn.
Theodore avait ordonné à la compagnie de garder sa carte pour l'instant, pendant que leur collègue Owen se chargeait de retrouver Chris. Pendant ce temps, Chris attendait Chelsea, à qui il avait demandé d'apporter des affaires. Mais elle a senti que quelque chose n'allait pas et a refusé de lui donner quoi que ce soit avant qu'il ne lui dise la vérité, lui révélant que la police était venue le chercher la veille. Il ne lui a pas répondu directement, puis il a changé de vêtements et elle a remarqué les blessures et les marques sur tout son corps. Elle a donc décidé d'utiliser sa carte pour le coller et le forcer à tout lui dire. Mais elle fut surprise quand il l'a tirée vers lui, l'a embrassée et lui a dit qu'il la trouvait attirante quand elle se taisait. Puis il a ouvert l'autre paquet contenant des cartes, son identifiant et une arme. Et alors qu'il s'apprêtait à partir, il a découvert qu'il était encerclé par les forces de police de tous côtés et Sugar lui a dit qu'il était recherché pour interrogatoire. Chris refuse d'obtempérer et tente de fuir, mais il l'encercle en lui tirant dessus. Et quand il s'apprête à utiliser sa carte, la femme Klondike l'aide et attaque les flics pour lui faire gagner du temps. Finn était assis dans la galerie, perdu dans ses pensées, quand il a entendu des pas s'approcher de la porte. Mais en ouvrant la porte, il a réalisé que c'était Lindsay qui lui a dit que Chris, lui, avait laissé une somme d'argent pour reconstruire la maison. Finn a senti qu'il avait tout gâché, que tout ce qui s'était passé était de sa faute, que ce soit la dernière fois qu'il était allé à la maison ou quand il avait décidé de travailler pour l'organisation Trump Card. Lindsay lui a demandé de ne pas se blâmer pour tout, lui promettant de lui révéler la vérité sur son passé au moment opportun, et s'est excusé d'avoir dû mentir. Puis il lui a dit que même si l'orphelinat était détruit, il serait toujours là pour lui et les autres enfants, car il les avait protégés ce jour-là. Donc l'orphelinat existerait tant qu'ils seraient ensemble. Il lui a dit qu'il pouvait avoir plus d'un foyer qui lui appartenait, et Finn s'est souvenu de Chris parlant d'idées d'adultes compliquées. Il dit à Lindsay qu'il considère la galerie comme un foyer où il peut revenir, car il a appris beaucoup de choses en chemin. Il lui demande s'il considère Chris comme un membre de sa famille. Finn fait le lien entre le passé et le présent de Chris et réalise qu'il a volé les cartes pour sauver la vie de sa sœur, même si cela devait lui coûter la sienne, et il se précipite hors de la galerie. En chemin, il s'est souvenu que c'était le plan de Chris depuis le début. Collecter secrètement les cartes et les garder jusqu'à l'occasion propice de sauver sa sœur, tandis que Chris se dirigeait vers l'hôpital pour sauver Michelle. Pendant ce temps, Theodore et les autres ont découvert un groupe d'hommes armés tentant de s'introduire dans le palais après leur apparition soudaine depuis le sous-sol. Ils ont donc utilisé leurs cartes pour se préparer au combat, tandis que Chelsea était avec Sugar et recevait un appel pour des coups de feu à l'intérieur de l'hôpital royal. Quand Finn est arrivé, il a trouvé les corps des gardes au sol devant lui. Il a donc continué son chemin vers les chambres jusqu'à celle de Michelle, où il a trouvé un message sur son lit « Appelle-moi ». Et quand il a appelé Chris, celui-ci lui a dit qu'il savait qu'il serait le premier à arriver, et il s'est avéré qu'il avait enlevé sa sœur de l'hôpital. Puis il lui a dit ce qu'il devait faire pour collecter les 4 cartes qui lui permettraient de la sauver en chemin, et qu'il devait lui tirer dessus car il avait été témoin du moment crucial. Finn lui a demandé pourquoi il ne lui avait pas dit tout cela, qu'il aurait pu l'aider, et Chris lui a répondu qu'il n'était que des collègues, comme il l'avait déjà dit, et lui a demandé de reconstruire la maison et de vivre avec sa famille, que c'était le moins qu'il puisse faire pour compenser ce qu'il avait fait. Finn lui a dit qu'il se trompait, que la famille, c'est plus que le sang, qu'il avait enfin trouvé sa place, et lui a demandé de retrouver les autres au salon de l'auto, et d'avancer comme les membres de la carte sauvage qu'ils étaient autrefois. Chris fut touché par ces mots un instant, mais il s'est excusé et lui a dit que c'était sa seule chance de sauver Michelle, puis il a raccroché. Finn s'est dirigé vers le balcon et l'a vu s'éloigner à toute vitesse du garage dans sa voiture. Puis il fut surpris qu'un tireur d'élite nommé Owen apparaisse à côté de lui et tire une seule balle, suffisante pour atteindre Chris et pénétrer sa tête à cette distance. Mais il n'a pas été blessé, étant immortel, et a continué à conduire jusqu'à disparaître de la vue. Puis il s'est adressé à Finn lui disant qu'il avait violé l'ordre de rester en attente et qu'il entravait actuellement un ordre direct du président. Il est officiellement expulsé de l'organisation Trump Card. Pendant ce temps, le tireur a réussi à s'introduire dans le palais et un affrontement a commencé entre eux et les membres de l'organisation. Léo et ses compagnons ont réussi à en arrêter un grand nombre, puis Wendy et Veggie se sont demandé quoi faire concernant Chris et Finn. Il leur a ordonné de se concentrer sur leur mission actuelle et d'exécuter les ordres du président pour protéger le palais à tout prix. Finn, furieux de la tentative d'Owen d'éliminer Chris, lui a dit qu'il suivait les ordres de Theodore qui interdisait l'usage de la technologie X-Hand, puis il lui a dit qu'il empêcherait Chris lui-même de l'utiliser et qu'il n'avait plus à obéir aux ordres de quiconque puisqu'il était renvoyé. Mais avant qu'il ne puisse quitter la pièce, les gardes l'ont attaqué et l'ont rendu inconscient, et Owen lui a dit qu'il ne pouvait rien y faire. Sugar et Chelsea sont arrivés à l'hôpital et ont vu les gardes emmener Finn. Sugar est allée vers eux, leur disant qu'elle devait l'interroger, mais ils ont refusé de le lui remettre, affirmant que c'était l'affaire de Pinnacle et qu'ils n'avaient pas besoin de son aide. Quand Finn se retrouve dans ses bras, il cesse de faire semblant de s'évanouir, lui vole les clés de sa voiture et s'enfuit avant qu'il ne puisse l'attraper. Les gardes tentent de lui tirer dessus, mais en vain. Puis l'un d'eux est surpris quand Sugar leur vole les clés de leur voiture et s'enfuit rapidement pour suivre Finn.
De l'autre côté, Chris a été contraint de s'arrêter pour un contrôle routier et a prétendu que Michelle, sa petite amie, s'était endormie après un long voyage. Il a réussi à passer le contrôle grâce à ses talents pour charmer les femmes, et alors qu'il s'apprêtait à partir, un des officiers lui a demandé de se tenir devant le moteur. Avant que Chris ne puisse bouger, Pan a attaqué les flics et les a jetés dans un grand trou qu'il avait créé, puis il a admiré la méthode de Chris, utilisant tous les moyens pour obtenir ce qu'il voulait, lui disant ensuite de faire ce que son cœur lui dictait et le laissant partir en paix, ce qui l'a un peu dérouté. Pendant ce temps, Finn avait parlé à Chelsea de Chris et de ce qu'il préparait, puis lui a demandé s'il lui avait dit où il allait ensuite. Elle lui a répondu qu'il avait mentionné un rendez-vous et qu'il agissait comme à son habitude. Puis elle s'est souvenue que Michelle était avec lui et a deviné qu'il allait au parc pour la laisser faire un tour de grande roue, comme elle le voulait ce jour-là. Ils furent surpris quand l'image de Bernard apparut sur l'écran de la voiture et il leur dit qu'il avait écouté toute leur conversation. Finn découvrit alors qu'il avait placé un dispositif d'écoute dans son costume quand il était inconscient. Bernard lui a ensuite demandé s'il était prêt à se faire des ennemis de l'organisation dans tout le pays pour Chris. Finn lui a répondu qu'il l'avait soutenu de nombreuses fois quand il était seul et qu'il était temps pour lui de lui rendre la pareille en ami. La femme mystérieuse, dont le nom nous est encore inconnu, se dresse sur la route et utilise son pouvoir pour projeter la voiture au loin, puis lui dit qu'elle ne le laissera pas atteindre Chris. Quand elle commence à l'attaquer, Chelsea utilise sa carte et lui prend la main pour s'échapper, mais la femme réussit à la frapper avec un éclat d'obus. Chelsea a continué à tituber jusqu'à ce qu'il soit à une distance sûre. Elle lui a dit d'aller empêcher Chris de faire ce qu'il s'apprêtait à faire. Pendant ce temps, le combat continuait entre l'organisation et les hommes de main de Pan. Léo reçoit un appel de Bernard et apprend que Finn est en route vers Chris. Il demande à Théodore de le laisser les rejoindre après l'élimination des ennemis, mais il est surpris par son refus. Théodore lui dit qu'il a senti dès le début que sa relation étroite avec Chris affecterait négativement ses décisions et lui ordonne de laisser ça à Owen. Léo, en colère de ne pas pouvoir sauver ses amis et d'être contraint d'obéir aux ordres, a utilisé toute sa force pour éliminer les ennemis d'un coup, causant la destruction d'une grande partie du palais. Mais il fut surpris, en entrant dans la pièce derrière lui, de n'y trouver personne car il pensait que Théodore y était avec les autres. Il a reçu un appel de lui ordonnant de rester prêt à recevoir d'autres ordres. Liv décide de désobéir et ordonne aux membres de l'organisation de rejoindre Finn à la poursuite de Chris. De l'autre côté, Chris arrive au parc et emmène sa sœur à la grande roue, comme il le lui avait promis. Finn continuait de fuir la femme excentrique et ses attaques jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'entraver et à l'attraper, lui disant qu'elle l'avait prévenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de famille la dernière fois avant d'avoir l'intention de se débarrasser de lui cette fois-ci. Mais Wendy apparut à point nommé, telle une samouraï, le sauvant et l'affrontant avec acharnement pour lui donner le temps de s'échapper. Après sa fuite, la femme réalisa que l'aider à concrétiser le rêve de Chris serait une tâche ardue et se vit contrainte d'engager un combat à mort contre Wendy. À l'arrivée de Sugar, elle fut sidérée par l'étendue de leur puissance, incapable de suivre leurs mouvements du simple regard. Le combat acharné se poursuivit entre eux jusqu'à ce que Sugar décide de pointer son arme et leur ordonne de cesser immédiatement de détruire la ville. Mais ils ne l'écoutèrent absolument pas. C'est alors que le détective Yon fit son apparition, lui intimant de ne plus hésiter dorénavant, puis il abattit la femme Klondike. Wendy profita de cette distraction pour la trancher d'un seul coup, avide de nouveaux combats, mais la femme parvint à s'échapper par les ruelles. De l'autre côté, Chris parvint à la grande roue. Il s'excusa alors d'avoir été un mauvais frère et lui présenta ses plus sincères excuses. Il utilisa ensuite les 4 cartes pour activer la technologie X-Hand, qui apparut dans le champ de vision de tous, et ils cherchèrent un raccourci pour l'atteindre plus rapidement. Il trouva Léo et Veggie conduisant un camion juste à côté de lui et utilisa une somme considérable d'argent pour créer un raccourci qui les mènerait plus rapidement vers Chris, qui avait déjà entamé le rituel et drainé sa propre vie. Léo cessa soudainement de paver la route à court d'argent, alors Finn décida d'utiliser sa carte et de se préparer à risquer sa vie, Bernard la lui ayant confiée. Puis il sortit de la voiture, s'élevant dans les airs, et décida d'utiliser son talent visant directement Chris pour l'empêcher de compléter sa technique. Il tira alors la balle la plus cruciale et la plus puissante qu'il possédait, réussissant à atteindre le circuit contenant les cartes et à les neutraliser complètement juste avant que Chris ne perde la vie. Une fois la technique achevée, Michel reprit connaissance et le trouva à ses côtés, saignant abondamment jusqu'à perdre conscience, tandis que Finn célébrait, suspendu dans les airs. 3 jours plus tard, Chris reprit conscience à l'hôpital et trouva Finn assis juste à côté de son lit. Et lorsqu'il s'enquit de Michel, il la trouva allongée dans le lit juste à côté de lui, en compagnie des autres. Finn lui expliqua alors qu'il avait eu l'idée que Chris partage la moitié de sa vie avec sa sœur, évitant ainsi qu'un d'eux ne meure pour que l'autre puisse vivre. Il réduisit donc le nombre de cartes dans sa main ce jour-là, et Chris réalisa qu'il existait toujours une autre voie pour qu'il puisse vivre sans sacrifier qui que ce soit. Quelques jours plus tard, l'état de Michel s'améliora considérablement, bien que la maladie ne fût pas encore totalement guérie. Mais Chris fut grandement surpris de se retrouver subordonné de Finn, car il avait été réembauché comme employé à temps plein durant son coma, ce qui le plaçait désormais au tout dernier rang du classement.